Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bantu Talks. Êtes-vous pour ou contre vivre ensemble avant le mariage? La vieille école criera au scandale en vous disant qu'il faut absolument un engagement solide avant toute vie commune, et les plus jeunes vous diront qu'il faut essayer pour être sûr de son choix. Mais que faire quand dans un cas comme dans l'autre, vos plans pour l'avenir divergent totalement de ceux de votre conjoint, mais vous n'êtes pas au courant? Nous vivions ensemble, mais il a épousé une autre. C'est le thème de l'émission de ce jour. Bonjour Blanche. Merci, bonjour Grâce. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est à moi de te dire merci, tu vois. Merci de m'avoir invité sur ce plateau déjà. Parce que j'ai besoin de conscientiser la jeunesse qui n'a que pour seul objectif l'amour et le mariage. Et aussi de faire comprendre aux belles familles qui nous reçoivent que les actions ont un grand impact sur notre personne. Complètement, complètement. Les belles familles qui aiment faire comme si toi-même on t'a pas accouché, toi-même tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, ou bien c'est seulement leurs enfants qui sont importants. C'est vrai que c'est important de le souligner. Tu as tout à fait raison. Effectivement. Donc, un grand merci à toi d'abord. Je t'en prie. Je sais que c'est pas évident. De toute façon, les grandes peines sont toujours fraîches, hein. Quoi qu'on fasse, on va prendre le temps. N'hésite pas à respirer. On va aller chronologiquement. On a tout le temps qu'il faut. Alors, déjà, Grâce, je vais te faire comprendre que j'ai été cette petite fille-là qui a grandi en manque d'affection paternelle, tu vois. Mon papa est décédé très tôt. Du coup, voir la maman se battre, j'ai pris ma maturité très tôt. Je vais dire, sur le plan de travail. J'ai eu à subir plusieurs formations, couture, coiffure, enseignement, tout ça parce que je voulais m'en sortir dans la vie. Donc, je t'ai beaucoup cherché, en fait. Et voilà, effectivement. Vu que je savais pas où la vie devait m'emmener. Déjà, à cette époque de ma vie, tu vois, j'étais une très belle fille. Mais tu l'es toujours. Qui t'a dit que tu n'es plus? Mais bon, travailleuse, intelligente, tu vois. J'avais le petit chez moi. Un petit cocon, bien aménagé, le fruit de mes propres efforts, tu vois. Je menais une vie parfaite. Tout ce qui me manquait, c'était, tu vois, un beau jeune homme pour partager ma vie. Et pour réchauffer tes nuits. Ou pour rafraîchir les étés, les machins, bref. En tout cas, laisse-moi, je te laisse. Excusez-moi, c'est parce que je suis dans le... Effectivement. Tu vois, mon mari, lui, à l'époque, lui vivait encore chez ses parents. Il avait ce petit côté fils à maman. Mais déjà, je me disais que c'était normal parce qu'il n'avait pas de femme dans sa vie. Il fallait le voir. Beau, teint chocolat, bâti comme un roc. Voici une qui aime les noirs, les teints foncés. Voilà, mais effectivement. Bien noir. Voilà. Il était beaucoup choco. Mon mari et moi, on s'est aimés dès le premier regard. C'est vrai. Comment tu l'as rencontré? En fait, c'était chez l'un de mes grands frères en vacances. Je quittais de l'ouest pour arriver au sud-ouest, passer mes vacances. Alors, au cours du ménage, je vois quelqu'un apparaître devant moi, vu que c'était son voisin. Premier regard. Ça a été comme un coup de foudre. Pour toi ou pour vous deux? Du moins, ça avait l'air pour nous deux, en fait. D'accord. C'était tellement parfait. Si bien qu'au bout de 2 mois de relation, on s'est installés ensemble. En fait, avec quel âge à ce moment-là? On va dire 23 ans. J'avais 23 ans. Tu étais jeune aussi. Ouais. J'étais jeune, mais très amoureuse en fait. Mais quand je vais dire s'installer ensemble, je vais dire chez ses parents à lui. Tu avais le chez toi, non? J'avais le chez moi, mais j'ai dû aménager chez lui parce que la femme est censée aller retrouver son époux. D'accord. Voilà. Au début, c'était parfait. Il fallait nous voir. C'était trop beau. Je vivais comme dans un rêve. En fait, c'était le scénario parfait, tu vois. Je prenais soin de lui, de notre petit intérieur.
Mais dans la maison de ses parents, c'était la maison familiale, vous aviez une chambre ou alors vous aviez une dépendance dans la concession? Pour que je puisse bien me représenter, en fait. Non, non, pas du tout. Figure-toi que nous vivions tous dans la même maison. Ok. Et nous étions 11 dans la même maison. C'est-à-dire les belles-sœurs qui avaient déjà divorcé, les belles-sœurs qui étaient fiancées, les belles-sœurs qui étaient enceintes. Nous étions 11 dans la même maison. Chacun avait sa chambre. Chacun avait sa chambre, mais nous partageons tout. Les parties communes, comme on dit. Effectivement. La cuisine, ce genre de choses. Effectivement. Tu t'imagines déjà le climat avec ma belle-mère. Ça n'a vraiment pas été facile, en fait. Déjà, je te fais pas dire le ménage, la cuisine. Il fallait assurer sur tout. Vu qu'il y avait tellement d'effectifs, c'était pas évident. Mais j'essayais, je faisais de mon mieux. Quand les enfants venaient en vacances, c'était alors grave. Tu vois, j'essayais de les satisfaire. Quand ils rentraient en congé, ils avaient les sacs pleins de fournitures. Que tu achetais? Ouais, effectivement. Dans les neveux de ton mari? Effectivement. Je les faisais des petits cadeaux, aussi à ma belle famille, en fait, tu vois. Déjà, je ne forçais pas parce que c'est dans mes qualités à moi. C'est pas parce que je forçais soit le mariage ou alors c'est parce que c'est dans mes qualités d'offrir des cadeaux, d'être une personne, en fait, d'être humaine. Donc, quand tu viens t'installer dans la maison familiale, ils t'ont bien accueilli. Au départ, ça se passe bien. Ta belle-mère est contente de ton arrivée. Tes coépouses, comme on dit chez nous. Tout ça, là, ça roule. Tout allait parfaitement bien. Mes coépouses, ma belle-mère, il fallait voir comment ils étaient. Au petit soir, même moi, ils me disaient à quel point j'étais si parfaite. Okay. Pendant les cérémonies, que ce soit dans la ville ou alors au village, il fallait me voir travailler comme une folle. Quand d'autres étaient dans les téléphones ou quand d'autres dormaient, j'étais là à travailler. Monter, descendre. À travailler plus que la personne même qui organisait l'événement en question, tu vois. Je faisais tout. Plus que les autres belles filles, en fait. Il fallait que je démontre tout, en fait. Que je suis capable et tout. Désolée. Il fallait voir ma belle famille à côté de moi. Me dire à quel point je suis une belle fille, tellement travailleuse, rayonnante, en plus belle. À quel point ils étaient tellement fiers et satisfaits de moi. Et mon époux, il venait avec ce regard de l'homme le plus amoureux de la terre, il me faisait comprendre que je travaille beaucoup, je suis parfaite en fait. Qu'il est content de ton investissement. Effectivement, en fait. Qu'il m'aime tellement. Sauf que, avec tous ces efforts, tu vois, je ne voyais toujours aucune bague, ni demande en mariage à l'horizon, tu vois. Par contre, quand tu allais t'installer dans ta belle famille, il avait toqué porte, il avait fait la tôte, quelque chose? Non, il n'avait rien fait. En fait, c'était à l'occasion d'une cérémonie, toujours une cérémonie, qu'ils m'ont fait venir en fait. Et après la cérémonie, ils ont refusé que je ne rentre, que non, mieux je reste une seule fois, je m'installe, tu vois le truc. Ma maman était contre en fait. Ma famille était contre. Ma maman me disait non, tu es une très belle fille, il faut attendre au moins le toquer porte avant de partir. Mais tu ne connais, jeune fille. Je me sentais tellement amoureuse, tu vois. J'avais retrouvé l'homme parfait que je me disais que non, elle ne comprend juste pas. Elle est de la vieille école, elle ne comprend pas cette nouvelle façon de vivre, tu vois. Alors, je me suis installée contre sa volonté. Et malgré tous mes efforts, tu vois, il ne voyait pas cela. Je dois déjà avouer que quelque temps après notre mariage, son ex à lui venait à la maison. Votre mariage, vous êtes mariés? À la maison. Non, je vais dire, je prenais notre relation pour un mariage. D'accord. Elle venait déjà à la maison, elle passait les nuits. Fait quoi? Ma belle-mère me disait que non, c'était les voisins, du coup, c'était resté comme la famille, en fait. Ils étaient restés comme la famille. J'ai souffert dans cette maison. Je suis tombée malade à plusieurs reprises et
À aucun moment, tu vois, il ne prenait soin de moi. Je passais des nuits sans manger, bien que ma pauvre maman, malgré le fait qu'elle n'était pas d'accord, elle s'efforçait, tu vois, à nous envoyer de la nourriture, à nous expédier de la nourriture de temps en temps. Quelques temps plus tard, je suis allée à l'hôpital. Le docteur me dit, vous avez la tension. Je suis rentrée, j'ai expliqué à mon époux. Ça s'est calmé, tu vois, ça s'est calmé. Mais il a compris ton mal-être. Parce que quand la tension, c'est qu'il y avait trop de choses. Oui, il a compris, c'était invivable, mais lui, mon époux, tout pour lui, c'était l'argent, en fait. Tu vois, quand tu te sentais mal, il te dépannait, il te donnait de l'argent. Je dois d'abord avouer que pour moi, c'était peut-être quelqu'un de bien, tu vois. Peut-être la famille qui a beaucoup influencé sur sa personne parce que j'étais à l'abri du besoin financièrement, tu vois. Du coup, lui... Mais s'il avait tant d'argent que ça, pourquoi vous viviez toujours dans la maison familiale? Il faut noter que déjà, lui, il était le successeur de leur père, qui était mort depuis, en fait. Du coup, c'est vrai que ça n'excuse pas, ça n'excuse pas. Moi aussi, je me suis posé la question parce que nous étions à l'abri financièrement. On pouvait bien s'installer. Il investissait, il prêtait de l'argent aux gens de gauche à droite. J'ai dû même lui sévrer sur le plan sexuel parce que les gens se disaient non, tu ne fais pas assez, tu sais de trop. Alors, j'ai pris certaines mesures. Tu te rends compte qu'on faisait pratiquement 1 mois dans la même chambre, mais on n'avait pas de rapport intime. Parce que je lui disais, sors-moi de cette maison, même si c'est pour me mettre dans une maison en carabote. Mais non, il me disait, dans 2 mois, tu vois, des promesses. Et les 2 mois ne finissaient pas. Jamais, voilà. Et tout. Après quelques temps, je suis retombée malade. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit, vous avez un début d'AVC. Tu me vois, moi, à mon âge, être face au docteur qui m'annonce cela, tu vois. Tout ce qu'il me disait, c'était, il faut te ménager. Je vois pas pourquoi tu es stressée. Je passais pratiquement ma vie entre 4 murs dans la chambre. Entre 4 murs, je sortais pas. Quand j'avais fini mes travaux, la cuisine et tout, je passais la plupart du temps dans ma chambre. Parce que on parlait le patois que je comprenais pas. Du coup, on se moquait de toi, on riait, je ne comprenais pas. Du coup, j'étais obligée de rester dans ma chambre. Une chambre où je n'avais pour seul divertissement qu'un miroir. À me regarder. Il n'y avait ni télé, rien du tout. Mon époux et mon compagnon ne pouvait pas en acheter parce qu'il se disait ça va ressembler à quoi dans la maison, on va dire quoi, ça va encore plus, tu vas encore davantage caler dans la chambre. Mais je m'enfermais. Je suivais la radio dans mon téléphone, je WhatsAppais, je m'enfermais. C'était mon vécu comme ça. Alors, au bout de 3 ans, je lui ai carrément dit de m'épouser. Et que si c'était question d'argent, moi-même, je financerais la dot et le mariage. Tu travaillais malgré tout? Oui, en fait, je travaillais. C'est quand la santé était vraiment, vraiment, vraiment en danger que j'ai dû arrêter au nom de l'amour. Sauf que j'ai fait des tontines, j'avais épargné aussi de l'argent. Et l'argent qu'il t'a donné, je suppose, c'est ça? Oui, aussi une partie, j'épargnais. Je suis une femme très économique, tu vois. Voilà. J'avais beaucoup épargné, donc j'étais à mesure de financer tout cela. Il m'a dit, c'est une très bonne idée, sauf que on doit laisser le temps, le papa vient de mourir, on doit laisser le temps reposer et laisser l'homme bien faire son veuvage, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir, du coup? Parce que tu dis que ça se passait très mal dans la maison, avec ta belle famille. Qu'est-ce qui fait que tu tiens pendant 3 ans et que malgré tout ça, tu veux quand même épouser ton compagnon? Et c'était mon premier homme sexuellement parlant. Je dois avouer que j'avais beaucoup de prétendants. Ça veut dire que si c'était pas le véritable amour, tu vois, je l'aurais jamais donné ce cadeau-là. Donc j'étais vraiment amoureuse en fait. Et
moi, je voyais aussi cet amour-là. En fait, c'est ce que je croyais voir, tu vois, dans ses yeux. Du coup, et je me disais que peut-être étant mariée, on devait quitter de là. Tout allait s'arranger parce que il faut avouer que dans le fond, c'était pas, moi, je pense que c'était pas une si mauvaise personne que ça. D'accord. Après cela, quand il m'a dit que non, on devait attendre sa mère bien, elle devait bien faire son veuvrage et tout, je me suis dit que peut-être concevoir un enfant devait être la meilleure solution pour resserrer les liens, quoi. Mon époux, en fait, mon compagnon m'a fait comprendre que non. Dans un premier temps, il m'a dit non. L'enfant n'était pas nécessaire. J'étais jeune, que je suis belle. L'enfant va abîmer mon corps. Il n'en veut pas maintenant. Il n'en veut pas. Il a assez de moyens même pour souffrir, même pour une mère porteuse. Ouais. C'est arrivé à mère porteuse. Ouais. On en a discuté. Il est arrivé là. Il m'a dit, mère porteuse. Il ne veut pas, il veut que je reste aussi parfaite. Il ne veut rien voir sur mon corps. La grossesse, ça déforme le corps. Et je l'ai pas écouté. Tu vois, je l'ai pas écouté. Alors, 6 mois plus tard, j'étais enceinte. Prends ton temps, je comprends. Ah, Blanche. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, tu vois, il a mal pris. Il m'a dit non, il ne m'a jamais envoyé tomber enceinte. Qu'il n'était pas prêt à être papa, tu vois. J'avais mes quadruplés. Tu avais 4 enfants? Ouais. Mes quadruplés dans mon ventre. Prends ton temps. On va... Prends un moment. Mes bébés. Ils étaient innocents, tu vois. Comment est-ce que je pouvais encore me regarder dans le miroir, tu vois? Je l'aimais trop. Alors, j'ai dû avorter. C'est vrai que si je ne le faisais pas avec tout ce stress dans cette maison, ça serait arrivé tôt ou tard, mais je l'ai fait. Mes quadruplés. Tu t'imagines quel âge ils seraient aujourd'hui, tu vois. Tu vois, tant de sacrifices pour une relation, pour un mariage que personne ne voit, tu vois. Alors, quand tu as choisi d'avorter, est-ce que tu lui as dit forcément que tu allais avorter? Déjà, c'était son idée à lui, tu vois. Il était pas d'accord. Il était pas prêt à être papa et tout ça. Si je l'aimais vraiment, je devais le faire. Mais il m'a dit qu'il y aura d'autres occasions, du coup. Alors, j'ai pas hésité, je l'ai fait. Parce que dans ma tête, avec les conditions de la maison, ça devait arriver tôt ou tard. Tu avais 4 enfants? Oui, 4, les quadruplés. Et il le savait. Parce que déjà, je dois noter que je sors d'une famille où les jumeaux sont récurrents, en fait.
triplés, ou alors les jumeaux. Il y en a beaucoup dans ta famille? Ouais, beaucoup. Mais là, il le savait parfaitement. Il t'a accompagné pour avorter? Non, Il n'a pas été présent? non. Toute seule. Toute seule? Ouais. Et aussi, sans un membre de ma famille, tu vois. Parce que, déjà qu'il n'approuvait pas la relation, tu vois le truc. C'était impossible de mettre quelqu'un au courant. Alors j'ai dû le faire seul. Je lui ai dit peut-être avec une amie proche, mais pas quelqu'un de la famille, ni de sa famille à lui. Voilà. Seul. Après ça, la vie a continué. Comme si rien ne s'était passé. Je portais déjà ce fardeau-là sur mes épaules, toute seule. Quelques temps plus tard, je faisais mes courses. J'étais au marché. L'ex dont je vous parlais, en fait. Celle qui venait souvent à la maison, passer une semaine. Ah, carrément une semaine? Ouais, une semaine. Si bien que je me lève le matin, je sors. Elle se balade à la maison en sous-vêtements. Elle me toise des trucs. En sous-vêtements? Ouais. La maison qui était pleine de gens là. Effectivement. Elle dormait sur le même lit que ma belle-mère, parfois avec mes belles-sœurs. On me disait que non, c'était, comment je vais dire, c'était déjà la famille. À un moment donné, la fille a perdu sa maman. J'étais à la maison. Figure-toi qu'on a fait les courses. Mes belles-sœurs ont fait les courses. On a préparé chez ma belle-mère. Toute la nuit, j'ai participé. Pourquoi tu as participé? Déjà, si je restais dans la chambre, on devrait dire, je suis une mauvaise femme, c'est la jalousie, elle se prend la tête. Alors, j'étais obligée de participer. On a fait la cuisine toute la nuit. Ils ont cousu les pailles. Le matin, ils sont allés enterrer. Ils sont rentrés et mon mari m'a dit, je n'ai même pas besoin de demander ton autorisation avant de partir. Comme ça. Il est parti. En même temps, si déjà on fait à manger chez eux, je sais pas pourquoi il n'ira pas à l'enterrement. C'était la suite logique, en fait. Ils sont rentrés. Quelques semaines plus tard, j'ai aperçu ma belle-sœur avec leur tante au marché. Elles étaient en train de faire les courses. Tu vois le genre de courses qu'on fait quand on organise une grande cérémonie. Je lui ai demandé ce qu'elle préparait. Quel événement est-ce qu'elle préparait? Elle m'a raconté un tas de trucs qui n'avaient pas de sens. Et elle est partie. Vous savez, l'instinct d'une femme ne ment jamais. Je suis rentrée. La nuit, au coucher, j'ai parlé, j'ai raconté cette anecdote à mon mari. Lui aussi, il a beau écouter. Il m'a raconté des trucs. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est des trucs des femmes et tout. Là, alors, j'ai compris que c'était pas normal et que, sérieusement, il y avait quelque chose qui se préparait. Mais, que je devais mener ma propre enquête. Sauf que le lendemain, je devais aller au village pour un grand mariage qui était déjà prévu. Donc, je pouvais pas rater. Mais j'avais décidé qu'à mon retour, je devais moi-même mener des investigations pour savoir ce qui se passait. 4 jours plus tard, je débarque. La maison est vide. Ma chambre, elle est vide. La maison est vide, comment? Où sont les gens? En fait, quand je vais dire la maison, je parle de ma chambre. D'accord. Il n'y a plus rien, habit de mon mari, rien. C'est vide. Je comprends pas. Mon mari n'est pas du genre à laver les habits aux princines. En fait, je comprends pas. C'était pas tout. Il y avait plus rien qui lui appartenait dans la chambre. C'est comme si j'étais dans un film, en fait. Mais et tes propres affaires? C'était sur place. D'accord. Donc, il manquait seulement les vêtements de ton conjoint. Ouais. Okay. Mais je comprenais pas. Alors,
Je me suis précipitée dans la chambre de ma belle-mère pour savoir ce qui se passait. Elle m'a fait comprendre que son fils avait épousé une fille de son village. Que je n'étais pas faite pour lui. Que j'étais encore jeune et que je pouvais parfaitement refaire ma vie. Surtout que je n'avais pas d'enfant. Ouais. C'était la triste réalité de ma vie. C'était dur à supporter. J'ai cru devenir folle. Je comprends. Prends ton temps. Prends ton temps, je te laisse un moment pour respirer, pour te remettre un peu et on revient juste après ça. Nous sommes de retour donc pour les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions via nos différents réseaux sociaux ainsi que le site internet et je me charge de les poser à l'invité du jour. On y va? D'accord. Ok. On a une première question donc de Yanis du Cap-Vert qui te demande: avec le recul, pouvais-tu te douter de quelque chose? Est-ce qu'il y avait des indices justement pour ce mariage extrêmement rapide et précipité? Est-ce que tu aurais pu te rendre compte de quelque chose? Comment se rencontre quand quelqu'un vous fait croire qu'il est fou amoureux de vous? Ça ne devait pas être facile. En aucun instant, en aucun moment, je me suis... En fait, je pouvais croire que ma vie allait tourner ainsi. Jamais. D'accord. Je comprends. On a une question donc de Mohamed des Comores qui te demande: as-tu eu de ces nouvelles par la suite? Deux ans après, il m'a relancé pour essayer de m'expliquer ce qui s'était passé. Mais pour moi, il était déjà trop tard. Ah, 2 ans quand même? Ouais. Et tu ne voulais pas entendre l'explication, savoir pourquoi il avait agi comme ça? Non, ça ne m'intéressait pas. Parce que pour moi, j'étais morte, mais je suis ressuscitée. Alors c'était resté dans le passé. Je ne voulais plus. Du coup, j'ai refusé. D'accord, je comprends. On a donc une question de Anatole du Cameroun qui te demande: as-tu rencontré quelqu'un par la suite? Tu as pu te remettre de tout ça, refaire ta vie? Avec l'argent qui était prévu, que j'avais proposé à mon époux pour ma dot, Dieu merci, je l'ai gardé. Je l'ai investi dans les affaires. Aujourd'hui, j'ai ma petite entreprise qui évolue doucement, mais bien. Alors oui, j'ai rencontré quelqu'un. Mais ça, c'est une autre histoire. 3 petits points. Tadam! Ça fait vraiment une autre histoire. D'accord, bah très bien. J'espère que tu reviendras pour me la raconter. On aime bien les happy end. Du coup, on terminera par ma question. C'est, comment dirais-je, qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? D'abord, je veux m'adresser à la jeune fille d'aujourd'hui. Je veux leur faire comprendre que le mariage n'est pas une fin en soi. Et le premier mari d'une femme, c'est le travail. Le travail est rien que le travail. Écoutez la parole de ceux qui sont plus âgés. Car si j'avais écouté mes parents, je n'aurais jamais vécu cette histoire tragique. Et je veux m'adresser principalement aux belles familles. Tous nos actes, nos paroles, nos faits et gestes, nos actions impactent à 100% sur la vie d'un être humain. Car j'ai cru en devenir folle. J'étais touchée psychologiquement. Si je n'étais pas entourée de ma famille, je ne serais pas vivante aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, quand on ne veut pas d'une femme... Si tu veux adresser un message, tu as ta caméra juste là. Donc tu peux la regarder et dire ce que tu as à dire. Quand on est une mère et qu'on accouche, fille comme garçon, il y a des choses
qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand quelqu'un ne vous plaît pas, dites à la personne, tu n'es pas faite pour moi, ni pour mes enfants. Faites à autrui ce que si on vous fait, ça va vous plaire. Merci. Je t'en prie. Merci à toi plutôt. Merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui nous partager ton histoire. Je sens que c'est encore frais hein, dans ton cœur. De toute façon, comment dirais-je, les difficultés sont toujours vivaces dans nos mémoires. Mais moi, j'attends le happy end là, avec le nouveau gars, comment ça va faire, tout ça. Ce sera une autre émission, c'est ça? Effectivement, mais rassure-toi, maintenant, je ne vis que le bonheur et je ne m'implique plus à 100%. J'ai préféré laisser à mon nouveau chéri, tu vois, de prendre les devants, de s'impliquer plus que moi. Voilà, de montrer qu'il m'aime et pas moi. Je suis heureuse en fait. Bah, c'est le plus important. Donc, on termine sur un joli sourire. Ouais. Merci à vous d'avoir été parmi nous. J'espère que ce témoignage vous aura plu, vous aura permis donc de tirer des leçons, de vous édifier, de vous inspirer pour vos propres vies, vos propres défis. Comme l'a dit Blanche, la santé mentale, ce n'est pas à prendre à la légère. Je le répète très, très souvent à la fin de chaque émission. Et parce que c'est important, parce qu'on y croit, on y tient. Donc, encore une fois, la santé mentale n'est pas qu'un concept. Prenez grand soin de vous et à très vite. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.